Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction complète du sujet 2 du 13 juin 2025 de centre étranger. 4 exercices, un exercice sur les suites, un deuxième sur les probabilités, un troisième sur les fonctions et un quatrième dans l'espace. C'est parti. On se propose de comparer l'évolution d'une population animale dans deux milieux distincts, A et B. Au 1er janvier 2025, on introduit 6000 individus dans chacun des deux milieux A et B. Première partie, dans cette partie, on étudie l'évolution de la population dans le milieu A. On suppose que dans ce milieu, l'évolution de la population est modélisée par une suite géométrique UN de premier terme U0 égale 6 et de raison 0,93. Pour tout entier naturel N, UN représente la population au 1er janvier de l'année 2025 plus N, exprimée en milliers d'individus. Première question, donnez selon ce modèle la population au 1er janvier 2026. Donc on fait U1 égale à 0,93 fois U0, U1 est égal à 0,93 fois 6, U1 égale 5,58. Au 1er janvier 2026, il y aura 5580 individus. Pour tout entier naturel n, exprimez UN en fonction de petit n. UN est égal à U0 fois Q puissance n, c'est la formule du cours. UN est égal à 6 fois 0,93 puissance n. Déterminez la limite de la suite UN, interprétez ce résultat dans le contexte de l'exercice. La limite de 0,93 puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0, car 0,93 est compris entre 0 et 1. La limite de 6 égale à 6 quand n tend vers plus l'infini. Par produit, 6 fois 0, et bien ça fait 0. Donc la limite de UN est égale à 0. Pour un grand nombre d'années, le nombre d'individus sera de 0. Partie B. Dans cette partie, on étudie l'évolution de la population dans le milieu B. On suppose que dans ce milieu, l'évolution de la population est modélisée par la suite Vn, définie par V0 égale 6. Et pour tout entier naturel n, Vn plus 1 égale à moins 0,05 Vn au carré plus 1,1 Vn. Pour tout entier naturel n, Vn représente la population au 1er janvier de l'année 2025 plus n, exprimée en milliers d'individus. Partie B. On sait que Vn plus 1 est égal à moins 0,05 Vn au carré plus 1,1 Vn. V1, du coup, est égal à moins 0,05 V0 au carré plus 1,1 fois V0. On remplace le V0 par 6, on calcule et on trouve 4,8. La population au 1er janvier 2026 est de 4800 individus. Question 2. Démontrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,11. On sait que f de x est égal à moins 0,05 x carré plus 1,1x. Ok, on a notre fonction, on va la dériver. Donc la dérivée de x carré c'est 2x, on garde le coefficient devant le x. Et la dérivée de 1,1x c'est 1,1. On réduit, donc ça nous fait moins 0,1x plus 1,1. Donc quand est-ce que f' de x est supérieur à 0? Donc moins 0,1x plus 1,1 supérieur ou égal à 0. On déplace de l'autre côté. Attention, je divise par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Du coup, x il doit être plus petit que 11. f' est positif sur 0,11. Si ton x est plus petit que 11 et toi tu cherchais quand est-ce que f' était supérieur à 0, eh bien on peut dire que f' est positif sur 0,11. Donc f est croissante sur 0,11. Tu n'es pas obligé de faire un tableau de variation. Question 3. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a Vn plus 1 et Vn compris entre 2 et 6. Pour tout entier n appartenant n, notons Pn, la propriété qu'on veut démontrer. Initialisation. Pour n égale 0, puisque c'est pour tout entier n, du coup on va avoir 2 plus petit que V1, plus petit que V0, plus petit que 6, sachant que V1 on a trouvé 4,8, V0 c'était 6, donc c'est bien compris entre 2 et 6. Donc la propriété P1 est vraie. Hérédité, soit n appartenant L tel que Pn est vrai. Montrons que Pn plus 1 est vrai. Donc j'ai augmenté de 1 rang chaque terme. Par hypothèse de récurrence, donc là il faut utiliser l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire la propriété Pn, que j'ai réécrit. Ensuite on applique la fonction croissante f de x. Du coup on passe de 2 à f de 2, Vn plus 1 passe en f de Vn plus 1, Vn passe en f de Vn, et 6 passe en f de 6. F de 2 ça fait 2, f de Vn plus 1 ça devient Vn plus 2, f de Vn ça devient Vn plus 1,
Et f de 6, on avait calculé, c'était 4,8. Et ici, j'ai 4,8, donc ça veut dire que je peux mettre 6 à la place. On peut toujours agrandir l'encadrement, mais jamais le rétrécir. Donc Pn plus 1 est vrai, par principe de récurrence, Pn est vrai pour tout n appartenant à n. Question 4. On déduit que la suite Vn est convergente vers une limite L. La suite Vn est décroissante et est minorée par 2, donc d'après le théorème de la convergence monotone, la suite Vn est convergente vers une limite L. Donc ça, c'est un théorème qu'il faut connaître. Question 5a. Justifier que la limite L vérifie f de L égale L, puis en déduire la valeur de L. On sait que Vn plus 1 est égal à f de Vn. On pose L comme étant la limite de la suite Vn, soit la limite de Vn plus 1 est égale à la limite de Vn est égale à L. Donc d'après le théorème du point fixe, on a f de L égale L. Donc là, il suffit de remplacer tous les x par des L et ensuite on résout l'équation. Et après résolution, on a deux possibilités, soit L égale 0, soit L égale 2. Mais comme on sait qu'on est minoré par 2, donc je ne peux pas prendre L égale 0, donc la limite est L égale 2. Interpréter ce résultat, donc pour un grand nombre d'années, la population se rapproche de 2000 individus. Partie C. Cette partie a pour but de comparer l'évolution de la population dans les deux milieux. 1. En résolvant une inéquation, déterminer l'année à partir de laquelle la population du milieu A sera strictement inférieure à 3000 individus. Donc quand est-ce que UN est plus petit que 3 ? Je remplace la suite UN par son expression. Le x6 devient divisé par 6, du coup ça devient 1,5. Pour descendre d'un étage à puissance, on utilise les logarithmes népériens. Donc on met bien le ln de chaque côté. Ensuite je peux descendre la puissance devant le ln. ln de 1,5, attention, ça fait moins ln de 2. Et attention aussi, je change le sens de l'inégalité. Pourquoi ? Parce que ln de 0,93 est un nombre négatif. On calcule et on trouve n égale 10. Donc à partir de l'année 2035, la population du milieu A sera inférieure à 3000 individus. Question 2. À l'aide de la calculatrice, déterminer l'année à partir de laquelle la population du milieu B sera strictement inférieure à 3000. Donc d'après la calculatrice, on cherche quand est-ce que Vn est plus petit que 3. Donc à V5, on est environ égal à 3,1. Et V6, on est à 2,96. Donc c'est le passage entre 5 et 6. Du coup, on va prendre 6. À partir de l'année 2031, la population du milieu B sera inférieure à 3000 individus. Question 3. Justifier qu'à partir d'une certaine année, la population du milieu B dépassera la population du milieu A. Alors, on sait que la limite UN, on sait que la suite UN tend vers 0 et la suite VN tend vers 2. Donc la population B sera supérieure à la population A à partir d'une certaine année. 4. On considère le programme Python ci-contre. Petit a. Recopier et compléter le programme, afin qu'après exécution, il affiche l'année à partir de laquelle la population du milieu B est strictement supérieure à la population du milieu A. Donc autant que, on va mettre le contraire de ce qui est écrit dans la consigne. C'est-à-dire qu'ici c'est marqué tant que B est strictement supérieur à A, et ben nous, tant que la suite V est inférieure ou égale à la suite U. Donc U sera égal à 0,93 fois U. Donc ça c'est la relation de récurrence. Hein. Le nouveau U, donc UN plus 1, est égal au 0,93 fois le U actuel, notre UN. Notre V hors copie, donc on sait que c'était Vn plus 1 est égal à moins 0,05 V au carré plus 1,1 fois V, fois Vn. Donc le Vn plus 1 devient V. Le carré, on met étoile étoile. On met pas d'indice, on met juste directement des V. Hein. Alors il y avait une autre possibilité d'écriture, il y en a encore une autre, mais on va pas toutes les faire. Tant que V est plus petit ou égal à U, donc on peut écrire au lieu d'écrire la formule de récurrence, on peut mettre la formule explicite. Donc on a trouvé dans les premières questions. 6 fois 0,93 puissance n. Donc étoile étoile n. Et ensuite, d'après la calculatrice, petit b, on obtient n égale 13, soit l'année 2038. Allez, exercice 2 sur les fonctions. Donc c'est les fonctions intégrales. Partie A, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à 1 sur a plus exponentielle moins bx, où a et b sont deux constantes réelles strictement positives. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction f admet pour représentation graphique la courbe CF ci-dessous. On considère les points A et B. On admet que la droite AB est tangente à la courbe CF au point A. Par lecture graphique, donner une valeur approchée de f de 10.
Donc là, il suffit de se positionner en x égale 10 et on va jusqu'à la courbe. Et on note la valeur en ordonnée 0,89. On admet que la limite de f de x égale 1 quand x tend vers plus l'infini. Donnez une interprétation graphique de ce résultat. Donc ça, quand on vous demande une interprétation graphique avec des courbes, c'est très souvent des asymptotes. Donc f possède une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Quand vous avez la limite d'une fonction quand x tend vers plus ou moins l'infini et ça donne un nombre, c'est une asymptote horizontale. Justifie que a est égal à 1. Donc on sait que f de 0 égale à 0,5. Ça c'est le point A. Alors, on remplace f de 0, ça veut dire qu'il faut remplacer tous les x par 0. Donc j'ai remplacé ici le x ici par 0, est égal à 0,5. 0 fois moins b ça fait 0. 0,5 je mets sous la forme 1,5. Exponentielle 0 ça fait 1. Et l'inverse de a plus 1, ça devient a plus 1. Par contre, je pensais aussi à inverser 1,5 en 2. On positionne ensuite le 1 de l'autre côté, on trouve a égale 1. 4. Déterminer le coefficient directeur de la droite AB. Ok, on calcule du coup le coefficient directeur de la droite AB. YB moins YA sur XB moins XA. On positionne les coordonnées et on calcule et on trouve 0,05. 5a. Déterminer l'expression de f' de x en fonction de x et de la constante b. Donc f de x est de la forme de 1 sur v de x, donc f' de x sera égal à moins v' de x sur v de x, le tout au carré. V de x égale à 1 plus exponentielle moins bx, je le dérive. La dérivée de 1 fait 0, la dérivée d'exponentielle u c'est égal à u' exponentielle u, donc ici je prends ma puissance, je la dérive, je la mets devant, et je réécris l'exponentielle. Ensuite on applique la formule en remplaçant, et on trouve ceci. Ici, moins et moins ça fait plus, c'est pour ça que les moins ont disparu. 5b, on déduit la valeur de b, on sait que m est égal à 0,05 pour la droite AB. Or, cette droite est une tangente à CF en x égale 0, puisque c'est au point A. Donc ça veut dire que f' de 0 est égal à 0,05, le coefficient directeur de la droite AB. On reprend la dérivée qu'on vient de trouver en fonction de b. On remplace les x par 0. Exponentielle 0, ça nous fait notre petit 1. 1 plus 1 au carré, ça nous donne 4. Je passe l'autre 4 de l'autre côté, on fait x4, ça fait b égale 0,2. Partie B, on admet dans la suite de l'exercice que la fonction f est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale à 1 sur 1 plus exponentielle moins 0,2 x. Déterminer l'lim de f de x sur x tend vers plus l'infini. Ok, donc je vais déjà faire la composition en faisant la limite de la puissance de l'exponentielle. Donc moins 0,2 x en plus l'infini, ça fait moins l'infini. Limite d'exponentielle grand x, quand grand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Hein. Par composition, du coup, on peut dire que limite d'exponentielle de moins 0,2 x est égale à 0 quand petit x tend vers plus l'infini. Limite de 1 est égale à 1. Ensuite, on fait la somme pour avoir le bas. Ça fait 1. 1 plus 0 égale 1. Et ensuite, par quotient, donc on fait 1 divisé par le 1. On fait le 1 divisé par le 1. 1 sur 1, ça fait 1. Question 2. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on sait qu'f de x, c'est ça la fonction. Or d'après la question 5 de la partie A, on avait déjà fait la dérivée. On a juste à remplacer les lettres qui nous manquaient. Et on trouve ça comme dérivée. Ensuite on fait le terme du haut, c'est un nombre positif parce qu'il n'y a que des nombres positifs. Le terme du bas, c'est un nombre au carré, plus il n'y a que des nombres positifs, donc c'est positif. Donc ça s'annule jamais, il n'y a pas de valeur interdite. Donc f' de x est supérieur à 0 sur 0 plus l'infini, donc f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Montrer qu'il existe un unique réel alpha positif tel que le f de alpha égale à 0,97. Donc là, il faut faire le théorème des valeurs intermédiaires. Hein. F est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. On a f de 0 égale à 0,5 et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. Donc déjà, on est compris entre 0,5 et 1. La valeur 0,97 est compris justement entre 0,5 et 1. Impeccable. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0,97 a une unique solution alpha sur 0 plus l'infini. A l'aide de la calculatrice, donner un encadrement du réel alpha par deux nombres entiers consécutifs. Donc on rentre la fonction dans le menu table de la calculatrice
Et on va chercher, on voit que f de 17 ça fait 0,967. Et à f de 18 ça fait 0,973. Donc on est bien passé par 0,97. Donc on peut dire que alpha est compris entre 17 et 18. On peut faire la partie C maintenant. Montrer que pour tout entier x, appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x est égal à 0,2x sur 1 plus 0,2x. Ok, ça c'est un classique. Dès qu'on a des exponentiels négatifs, on va vous demander ça. Donc l'exponentielle négative, on n'oublie pas que c'est 1 sur l'exponentielle positive. Ensuite, il faut mettre sur le même dénominateur. Et en fin de calcul, on retrouve ce qu'il faut. Multiplication pour l'inverse, hein, pour passer de là à là. Partie 2, en déduire une primitive de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. F est de la forme u' sur u, et grand F sera égal à ln de u. Donc u de x, bah, c'est égal au dénominateur, et u', je prends mon u, je le dérive. U' c'est égal à 0,2 exponentielle 0,2x. Or, je vois que ici il me manque le 0,2. Donc je vais avoir un coefficient. Alors, on modifie la fonction f, c'est-à-dire que j'écarte du coup le chiffre qui est devant l'exponentielle ici, c'est 1. C'est pour ça que j'ai mis 1 ici. Je divise par 0,2, c'est-à-dire le coefficient qui était devant mon u'. Et je remultiplie. Et ensuite, je peux positionner mon u' que j'ai trouvé, divisé par u. Comme ça, je fais bien apparaître u' sur u ici. Et 1 sur 0,2 sera mon coefficient. Du coup, grand f de x est égal à 1 sur 0,2 fois ln d'exponentielle 0,2x plus 1. Puisque j'applique la formule de la primitive ici, avec le coefficient devant. Et 1 sur 0,2, j'aurais pu écrire 1 sur 0,2, ça fait 5. Donc on peut aussi écrire la primitive comme ceci. Et enfin, la dernière question de la partie C, calculer la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle 0,40. Donc, on sait que la primitive de f, bah, c'est ça. Donc ça nous fait... Alors ici, j'ai sorti le 1 sur 0,2. Ou j'aurais pu, si j'avais laissé 5, j'aurais sorti le 5 aussi. Hein. Donc ça m'aurait fait 5 sur 40, ça fait 1 huitième. Ou 1 quarantième fois 1 sur 0,2, ça fait aussi 1 huitième. Hein. Comme ça, j'ai juste à travailler sur ce crochet-là. Donc on se souvient, pour calculer le crochet, on fait le haut moins le bas, en remplaçant les x par 40, moins le bas, donc en remplaçant le x par 0. Attention à bien, puisqu'on a un facteur 1 huitième, à bien mettre des parenthèses. Et ensuite j'ai développé, et ensuite j'ai calculé. Arrondi au millième près, ça fait 0,913. Alors on attaque l'exercice 3 sur 4 points, sur le dénombrement et la loi binomiale. Le codage base64 utilisé en informatique permet de représenter et de transmettre des messages et d'autres données telles que des images en utilisant 64 caractères, les 26 lettres majuscules, les 26 lettres minuscules, les chiffres 0 et 9 et deux autres caractères spéciaux. Partie 1. Dans cette partie, on s'intéresse aux séquences de 4 caractères en base 64. Par exemple, GP3G est une telle séquence. Dans une séquence, l'ordre est à prendre en compte. Les séquences M5C2 et M et 5C2M ne sont pas identiques. Question 1. Déterminer le nombre de séquences possibles. Alors, j'ai une playlist, c'est-à-dire un p-tirage successif avec remise à n éléments, donc n puissance p. Ici, le n, c'est 64 éléments et p, c'est 4 caractères. Donc, on fait 64 puissance 4. Ça nous fait ce résultat-là, de séquences possibles. Déterminer le nombre de séquences si l'on impose que les 4 caractères sont différents 2 à 2. Donc, n'oubliez pas que quand on dit différents 2 à 2, c'est-à-dire tous différents. Donc, on a 4 caractères différents, mais ordonnés. Hein. Donc, on a une playlist à pairage successif, sans remise de ce coup-ci, à n éléments. Donc on utilise la formule de n factoriel sur n-p factoriel. On calcule. Donc ça nous fait 64 fois 63 fois 62 fois 61, ce qui nous fait ce résultat-là. 3a, déterminer le nombre de séquences ne comportant pas de lettres A majuscule. Donc on retire tous les A majuscules. Enfin, on retire le A majuscule, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que 63 caractères. Ben, du coup, ça nous fait 63 puissance 4.
En déduire le nombre de séquences comportant au moins une lettre A majuscule. Donc au moins une lettre A majuscule, c'est-à-dire c'est toutes les séquences, moins les séquences sans le A majuscule, c'est-à-dire 64 puissance 4 moins 63 puissance 4. Petit c, déterminer le nombre de séquences comportant exactement une fois la lettre A majuscule. Donc exactement une fois la lettre A majuscule, ça veut dire qu'on a 4 choix possibles pour le A. Et ensuite, il nous reste les 3 caractères sur 60. Il nous reste les 3 places sur les 63 caractères. Donc 4 fois 63 puissance 3. Voici toutes les séquences possibles. Déterminer le nombre de séquences comportant exactement 2 fois la lettre A majuscule. Donc on a 2 parmi 4 possibilités de choix de position pour la lettre A. Et après, on n'a plus que 63 caractères. Et on n'a plus que 2 places. On fait le calcul. Donc ça, c'est le coefficient binomial. Partie B. On s'intéresse à la transmission d'une séquence de 250 caractères d'un ordinateur à un autre. On suppose que la probabilité qu'un caractère soit mal transmis est égale à 0,01 et que les transmissions des différents caractères sont indépendantes entre elles. On note x, la variable aléatoire égale au nombre de caractères mal transmis. Question 1. On admet que la variable aléatoire x suit la loi binomiale, donner ses paramètres. Donc on a une loi binomiale de paramètres n égale 250, c'est-à-dire le nombre de caractères, et la probabilité du succès, 0,01, c'est que un caractère soit mal transmis. Donc les paramètres 250, 0,01. Question 2. Déterminer la probabilité que tous les caractères soient bien transmis. On donnera l'expression exacte, puis une valeur approchée à 10-3 près. Donc c'est P de grand X égale 0. Donc 0 parmi 250 fois 0,01 puissance 0 fois 0,99 puissance 250. Donc on aura 0,99 puissance 250, ce qui fait environ égal à 0,081. Question 3. Que pensez-vous de l'affirmation suivante? La probabilité que plus de 16 caractères soient mal transmis est négligeable. Donc plus de, il faut faire grand X supérieur à 16. Je repasse dans l'autre sens. 1 moins P de grand X inférieur ou égal à 16. Je calcule ça avec la calculatrice. Et on trouve 1,04 10 puissance moins 9. 10 puissance moins 9, ça fait beaucoup de zéros, hein, ça fait 9 zéros. C'est un événement très rare d'avoir plus de 16 caractères mal transmis, donc c'est bien négligeable. Partie C. On s'intéresse maintenant à la transmission de 4 séquences de 250 caractères. On note x1, x2, x3 et x4, les variables aléatoires correspondant au nombre de caractères mal transmis lors de la transmission de chacune des 4 séquences. On admet que les variables aléatoires x1, x2, x3 et x4 sont indépendantes entre elles et suivent la même loi que la variable aléatoire x définie en partie B, c'est-à-dire une loi binomiale. On note S égale x1 plus x2 plus x3 plus x4, donc c'est une somme de lois binomiales, déterminée en justifiant l'espérance et la variance de la variable aléatoire S. Donc S, c'est une somme de variables aléatoires qui suit une loi binomiale. Les variables x1, x2, x3, x4 suivent la loi binomiale de paramètres n égale 250 et p égale 0,01. Donc, on aura tous les mêmes espérances pour chaque variable aléatoire, c'est-à-dire n fois p. La formule de l'espérance d'une loi binomiale, c'est n fois p. 250 fois 0,01, ça fait 2,5. La variance, ce sera pareil, mais attention, la formule, c'est n fois p fois facteur de 1 moins p, ce qui nous fait un 2,475. Ensuite, pour trouver S, on va utiliser la linéarité de l'espérance, c'est-à-dire que l'espérance de S est égale à l'espérance de la somme de toutes les variables aléatoires, c'est-à-dire qu'on va additionner toutes les espérances, ce qui nous fait 10. En moyenne, dans la transmission de 4 séquences de 250 caractères, il y aura 10 caractères mal transmis. Comme la variable aléatoire S est la somme de variables identiques et indépendantes, la variance, ce sera la même histoire de formule, c'est-à-dire qu'on va additionner toutes les variances. Donc on trouve une variance de S égale à 9,9. Voyons maintenant les derniers exercices sur 4 points. On se place dans un repère orthonormé au IJK de l'espace. On considère les points A, B et C. Question 1A, montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc d'abord il faut calculer le vecteur AB et le vecteur AC.
Donc YB moins YA, etc. etc. Ensuite, pour savoir si c'est pas aligné, il faut vérifier s'ils sont collinaires ou non. Donc on fait l'abscisse du vecteur AB divisé par l'abscisse du vecteur AC. On trouve moins 3. L'abscisse du l'ordonnée du vecteur AB divisé par l'ordonnée du vecteur AC. Et on trouve un tiers. Comme les deux nombres ici sont différents, on n'est pas obligé de continuer. Donc ça veut dire que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Et si les vecteurs ne sont pas collinaires, les points ne sont pas alignés. Sur le vecteur n, le vecteur de coordonnées -1, 1, 4, vérifiez que le vecteur n est orthogonal au plan ABC. Donc si n scalaire AB est égal à 0 et n scalaire AC est égal à 0, alors le vecteur n est orthogonal au plan ABC. On se souvient des formules? On fait xx' plus yy' plus zz', on trouve 0, et on fait pareil avec AC, et on trouve encore 0, donc il faut trouver 2 fois 0. Donc le vecteur n est orthogonal au plan ABC. Ainsi, en déduire que le plan ABC admet pour équation cartésienne -x plus y plus 4z moins 11 égale 0. Donc on a une équation cartésienne de plan, de manière générale c'est ax plus by plus cz plus d égale 0. On se souvient que les lettres ABC c'est les coordonnées du vecteur normal. Ici c'est -1, 1, 4. Du coup je peux remplacer. Ensuite on va choisir un point du plan, donc le point A par exemple. Donc tous les x, y, z vont se transformer en coordonnées du point A. Et on calcule, on trouve d égale -11. Et on retrouve bien l'équation de plan demandée. On considère le plan P d'équation cartésienne 3x moins 3y plus 2z moins z égale 0. Et le plan P' d'équation cartésienne x moins y moins z plus 2 égale 0. 2a. Démontrer que le plan P et P' sont séquents. On note D leur droite d'intersection. Donc je vais récupérer, donc deux plans sont séquents si leurs vecteurs normaux ne sont pas collinaires. Du coup je vais récupérer le vecteur normal de chaque plan. Et on fait la même stratégie, on les divise. Et on trouve pas 3 fois la même chose. Donc 3 différents de -2, les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc si les vecteurs ne sont pas collinaires, les plans sont séquents. Petit b, déterminer si les plans P et P' sont perpendiculaires. Donc deux plans sont perpendiculaires si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. On fait le produit scalaire en faisant xx' plus yy' plus zz'. On trouve 4, donc c'est différent de 0. Donc les vecteurs normaux ne sont pas orthogonaux, donc les plans ne sont pas perpendiculaires. Question 3. Montrer que la droite D est dirigée par le vecteur U1, 1, 0. Alors, on sait que les plans P et P' sont séquents en D. On cherche donc la représentation paramétrique de la droite D. On écrit le système avec les deux équations de plan. On pose x égale t par exemple. J'aurais très bien pu le faire pour y ou pour z. Avec t appartient à R. On remplace tous les x par des t. Ensuite, je vais supprimer une variable. Donc ici, j'ai choisi de supprimer la variable z. Donc j'ai multiplié par 2 cette ligne-là. Comme ça, je vais avoir du 2z et du moins 2z. Que je vais avoir ici du coup. On pense bien à multiplier par 2 tous les nombres qui appartiennent à la ligne 2. Et ensuite on additionne les deux lignes. Donc 3t plus 2t ça fait 5t. Moins 5y. Du coup les z ont disparu. Moins 9 plus 4 moins 5 égale 0. Et je trouve maintenant y en fonction de t. Donc y égale à moins 1 plus t. On remplace y dans L2. Et on trouve z égale 3. Donc la représentation paramétrique de la droite D est x égale t, y égale moins 1 plus t, z égale 3. T appartient à R. On se souvient que le vecteur directeur, ce sont les nombres qui multiplient ton paramètre t. Donc ici, 1, 1, et là il n'y a pas de t, donc ça veut dire que c'est 0. Et on retrouve bien le vecteur. Question 4, montrer que le point M2, 1, 3 appartient au plan P et P'. On déduit une représentation paramétrique de la droite D. Donc on va déjà vérifier si M appartient à P. Donc je prends mon équation de P et je remplace tous les x, y, z par les coordonnées du point M et je trouve 0. Je fais de même avec P' et on trouve 0 aussi. Donc question faisable. Hein. Question 5. Montrer que la droite D est aussi incluse dans le plan ABC. Que peut-on dire des trois plans ABC, P et P'?
Ah, en déduire une représentation paramétrique de la droite D. Du coup, x, y, z. Je prends un point, mais ici j'ai le point M. Et j'ai mes coordonnées vecteur directeur 1, 1, 0. Donc, j'ai ma représentation paramétrique de la droite D. Question 5. Alors, j'écris ma représentation paramétrique et mon équation de plan, ABC. Je vais injecter les x, y, z de mon équation de plan à la place de la paramétrique. Donc à la place de x, j'écris 2 plus t, à la place de y, j'écris 1 plus t, et à la place de z, j'écris 3. Je calcule, je trouve 0 égale 0, ça veut dire que la droite D est incluse dans le plan ABC. Conclusion, cela veut dire que les trois plans sont séquents et ont pour droite d'intersection la droite D. Voilà ce qui conclut la correction du centre étranger jour 2 2025 en mathématiques. Merci d'avoir regardé, pense à t'abonner. À une prochaine vidéo.